Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez Les Indiscrets de Nils Wilke sur le média. Nils Wilke, c'est un journaliste politique très renseigné sur les coulisses de la politique française, qui nous raconte avec passion et précision en nous expliquant comment la petite histoire éclaire la grande. Les Indiscrets n'existent que parce que vous, notre public, vous la financez en ce début d'année. Vous pouvez, et si vous voulez, nous soutenir de manière pérenne et souscrire un abonnement de soutien ou un don mensualisé, allez sur lemediatv.fr/soutien et passez à l'acte. Au sommaire, pourquoi Brigitte Macron lance une opération médiatique pour voler au secours de son Manu? Quelles sont les coulisses? Quel est le sens? Quelles sont les chances de succès de cette opération de sauvetage? On en parlera. Emmanuel Macron, briseur de famille, en tout cas, le chef de l'État donne tout en ce moment pour briser le NFP, sinon en 1000 morceaux, du moins en plusieurs blocs dont certains lui viendraient en appui pour lui éviter une nouvelle motion de censure et éloigner le spectre de la démission forcée. Comment s'y prend-il? Niels nous expliquera, on s'attardera également sur l'étrange cure de silence médiatique de Gabriel Attal. À quelle stratégie répond-elle? On verra tout ça. Salut Niels. Salut Théo. Alors, j'aimerais qu'on commence par évoquer cette opération « Il faut sauver le soldat Macron » menée et portée par Brigitte Macron. Oui, c'est un peu une règle, hein. Quand les présidents sont en difficulté, ils font appel à la famille et le plus souvent à leur épouse, hein, tout simplement. C'est les femmes qui s'y collent. Alors officiellement, Brigitte Macron est présente sur tous les médias pour l'opération Pièce jaune, hein. C'était la bonne œuvre, l'œuvre de charité lancée par Bernadette Chirac en son temps. C'est très bien, ne critiquons pas les pièces jaunes, sauf qu'on n'a jamais aussi peu parlé des gamins hospitalisés auxquels sont destinés les dons. À la place, l'épouse du président est surtout interrogée sur le président surprise. Elle l'explique, hein, au cours de ses interviews. Elle a notamment été aux 20h de TF1 avec Didier Deschamps. Ce matin, au moment où nous enregistrons cette émission, elle sortait des studios de RTL où elle a répondu aux questions des journalistes. Et elle explique justement au cours de ses interviews qu'elle ne se mêle pas de politique. Or, rien n'est plus faux. Il faut absolument débunker ces éléments de langage. On rappelle, on l'a déjà dit dans cette émission et aux médias, elle a un poids et un rôle politique qui est réel sur son mari. Elle a eu des querelles d'influence, c'est moins vrai aujourd'hui, mais par le passé, elle a eu des querelles d'influence avec les conseillers du président, notamment son premier cercle au début de la présidence Macron, c'était en 2017. Voilà, elle a conseillé et elle conseille le président bien plus que ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, lors des précédents gouvernements, alors c'est moins vrai du coup avec le gouvernement Bayrou, puisqu'il y a moins de macronistes, hein, ça n'aura pas échappé à nos yeux avertis, mais lors des précédents gouvernements, c'est les ministres passaient d'ailleurs par elle pour faire passer des messages au président. Et d'ailleurs, pour évoquer ces bureaux, on parle de l'aile Madame, c'est dire son poids et son influence à l'Élysée. Alors, elle a répondu aux questions de TF1 et cette séquence où elle explique que le président mérite le respect des Français. Regardons. Et est-ce qu'il a changé? Changé, non, il est... Disons que parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Alors, il faut se rendre compte à quel point cette séquence, elle est hallucinante, hein, Théo, parce que Macron est tellement démonétisé par une partie de l'opinion, par une partie des Français. On rappelle que plus des 3/4 des Français ont une opinion défavorable, hein, du chef de l'État, avec parfois des mots très durs contre le président. C'est sa femme, du coup, qui doit voler à son secours et prendre sa défense aux 20h. C'est un peu inédit quand même sous la Ve République. On n'a pas vraiment de souvenir d'un tel équivalent. Et elle répond aussi à des questions forcément sur la dissolution ratée qu'a décidé Macron cet été, avec des arguments très discutables. Écoutons-la. Il y a certains journaux qui me prêtent des phrases que je ne dis pas.
Notamment, je n'ai dit à personne ce que je pensais de cela. Et quand vous avez des guillemets et à côté un proche, dites-vous bien qu'en règle générale, les proches ne parlent pas. Donc les phrases qui sont entre guillemets, j'aimerais bien d'ailleurs avoir des droits de réponse sur ces phrases. Et malgré toutes ces difficultés, êtes-vous encore heureuse, vous, à l'Élysée ? Ah, résolument. Tous les jours, c'est un honneur c'est un honneur d'être là avant tout. D'abord, je fais des rencontres extraordinaires, absolument tous les jours. C'est une très belle maison. Tout ce que j'ai entendu à l'extérieur ne correspond pas du tout à ce que je vis à l'intérieur. Alors, l'épouse de Macron, là, elle fait référence à un article de Paris Match qui indique qu'elle n'avait pas été informée de la dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Et l'enquête présente le couple présidentiel comme isolé après cette décision. Elle n'avait pas du tout anticipé cette décision, ou affirmer une amie auprès du magazine qui appartient désormais à Bernard Arnault, puisqu'il a été racheté à Vincent Bolloré. Justement, en parlant de Bernard Arnault, c'est un ami historique, disons, de Brigitte Macron, mais il n'a pas apprécié certaines choses ces derniers mois, on va dire. Alors, je sais pas si on peut parler d'amis quand on Une parle connaissance. Voilà, une connaissance, ou en tout cas un soutien et un allié, ça on peut le dire. Amis, je sais pas si dans ce milieu on a vraiment des amis, mais en tout cas c'est vrai que Bernard Arnault, qui est un soutien historique d'Emmanuel Macron, qui l'a aidé évidemment à conquérir le pouvoir, n'avait pas du tout apprécié d'être informé en fait presque en même temps que les Français, le crime de lèse-majesté, tu vois, c'est-à-dire qu'il a appris la dissolution à peine 2 heures avant l'annonce par l'un de ses fils qui l'a mis au courant. Comme un vulgaire manant. Voilà, exactement. Et donc, le milliardaire a décroché son téléphone. Et devine quoi, ce n'est pas vers Emmanuel Macron qu'il s'est tourné, c'est vers Brigitte Macron qu'il a appelé en premier après avoir appris la nouvelle pour s'enquérir de cette décision qui l'a bouleversé, en fait, puisqu'évidemment, en bon patron capitaliste qu'il est, la dissolution, ça crée du désordre, ça crée un climat anxiogène, une instabilité. Et l'instabilité, c'est mauvais pour le business. Et donc, Bernard Arnault décroche son téléphone et a évidemment demandé à Brigitte Macron ce qui se passait. Et les Arnault, c'est vrai, sont très en cours à l'Élysée. La femme de Bernard Arnault, Hélène Mercier-Arnault, elle côtoie Brigitte Macron. Alors, pas seulement pour l'habiller via Vuitton ou LVMH, mais aussi dans le cadre notamment de l'opération Pièce jaune. On les voit d'ailleurs en photo très souvent dans la presse People. Donc Brigitte Macron, elle ne veut pas être associée à Emmanuel Macron en cette période troublée, parce qu'en fait, elle ne veut pas alimenter la haine à l'égard de son mari. Elle a bien conscience que le rôle qu'elle a, qui n'est pas prévu par la Constitution, pose problème au sein de l'opinion publique, pour l'opinion publique. Et donc, c'est ce que m'expliquait l'une de ses connaissances qu'elle fréquente régulièrement. Et effectivement, on peut la voir dans les différentes interviews qu'elle a données cette semaine, se retirer prétendre en tout cas qu'elle se retire du jeu politique. Or, évidemment, c'est ce qu'elle continue de faire au quotidien. Et justement, si elle a besoin de montrer patte blanche, c'est parce que il y a eu des événements et notamment certaines nominations où on a senti son ombre, on va dire. Oui, elle a mis sa patte, entre guillemets, dans les nominations gouvernementales. L'exemple le plus flagrant, c'est sans doute Gabriel Attal, nommé à Matignon, contre l'avis d'Alexis Kohler, le bras droit du président. On en avait parlé dans une émission précédente. Et c'est vrai que c'est elle qui a participé à l'ascension de Gabi, comme on l'appelle au sein de la Macronie, aidée en cela par l'absence de poids lourds dans le parti Renaissance, puisqu'il n'y a pas les poids politiques, les barons politiques habituels qu'on peut retrouver dans les partis traditionnels. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce matin sur RTL, sur un autre sujet, Brigitte Macron a refusé de parler de Jean-Marie Le Pen autrement qu'en ayant une pensée pour la famille. Écoutons-la sur RTL. Ces manifestants qui ont bu du champagne, ça vous a choqué ? Je voulais simplement, moi, présenter toutes mes condoléances à la famille, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on perd quelqu'un, il y a une famille, ils sont tous dans l'affliction. Donc on est là, on leur présente nos condoléances. C'est la même chose. Monsieur Le Pen, l'histoire dira. Et certainement pas moi.
Voilà, donc ce sont des mots dépolitisés, hein, Théo, très lisses, mais lourds de sens, hein. Brigitte Macron n'avait pas signé le communiqué officiel envoyé aux médias par l'Élysée pour la mort de Jean-Marie Le Pen, mais son mari a envoyé un message écrit directement à Marine Le Pen, hein, selon mes informations pour le média. Alors c'est un peu le double jeu du président avec le RN, ce double jeu permanent, hein. On se rappelle que Marc Annalveld l'avait dévoilé, sa femme Brigitte avait claqué la bise à la chef du parti d'extrême droite en 2022 quand elle avait été reçue avec les chefs de parti à l'Élysée. Et il l'a à nouveau d'ailleurs reçue avec les honneurs cet été après la dissolution. Et on rappelle la promesse d'Emmanuel Macron en 2017 face aux extrêmes, dont le Rassemblement national. Écoutons-le à nouveau. Enfin, Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. voilà, la suite, on la connaît, on l'a bien documenté aux médias, hein. Emmanuel Macron n'a cessé de s'aligner progressivement sur les théories racistes du RN, sur les questions liées à l'immigration, à l'éducation. Il a stigmatisé et continue de le faire le wokisme. Récemment, avant les législatives, c'était la folie transgenre ou l'islamo-gauchisme et le séparatisme supposé évidemment des communautés musulmanes. Et cette dissolution qu'il a décidée en catimini, en dépit de l'opposition de la classe politique, y compris de son Premier ministre, Gabriel Attal, des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, a profité évidemment au Rassemblement national, qui est devenu le premier groupe politique en termes de voix. Et Brigitte Macron, quand elle a un mot, disons, empathique pour la famille à la mort du papy, c'est une manière de ne pas insulter l'avenir. Alors, ne pas insulter l'avenir avec l'extrême droite, ne pas insulter l'avenir également avec la social-démocratie. Emmanuel Macron n'a pas renoncé à briser le NFP, le nouveau Front populaire, en fait, qui ne fait absolument pas partie de ses plans. Et d'ailleurs, auquel il a refusé de faire la passe républicaine après les législatives. Et tu as des informations sur les intrigues qui ont lieu entre l'Élysée et les sièges de ces différents partis de gauche. Oui, alors officiellement, le Parti socialiste voilà, est dans l'opposition et évidemment combat la politique d'Emmanuel Macron. Et en fait, selon mes informations, Emmanuel Macron n'a jamais perdu totalement le contact avec la direction du Parti socialiste. Et des contacts réguliers sont pris entre l'Élysée et la direction du parti. Notamment sur la réforme des retraites, en fait, hein, puisque, comme l'a rappelé François Bayrou lors de sa nomination, Emmanuel Macron n'a pas fixé de ligne rouge sur ce sujet-là. Et en fait, ce que m'explique l'un de ses interlocuteurs réguliers quand j'ai préparé cette émission, c'est que le président est prêt à de grosses concessions pour que les socialistes ne votent pas la motion de censure qui va être déposée par la France insoumise après le discours politique général de François Bayrou, qui est prévu voilà, pour la réouverture du Parlement mi-janvier. Et évidemment, la suspension de la réforme des retraites est sur la table, hein. Alors, c'est vrai que les négociations sont en cours, donc on ne peut pas préjuger de ce qu'elles vont donner, mais les socialistes, les écolos et les communistes se sont tous rendus en randonnion à Matignon pour négocier avec le nouveau Premier ministre ou encore avec le ministre de l'économie Éric Lombard, et qui a reçu notamment la délégation socialiste, c'était lundi. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, le Parti socialiste est le maillon faible en fait de l'alliance du nouveau Front populaire. Et donc, il espère étrangler la gauche comme il a étranglé la droite au début de sa présidence, hein. On rappelle quand même qu'il est arrivé au pouvoir en divisant profondément ce qu'on appelait l'UMP auparavant, qui est devenu ensuite les Républicains. Mais c'est bien en divisant l'UMP et en
en attirant à lui des chefs, des poids lourds de la droite, qu'il a réussi son hold-up électoral. Et donc, il espère reproduire ce schéma-là, en fait, avec le Parti socialiste. C'est ce que m'expliquait d'ailleurs l'un de ses interlocuteurs réguliers, toujours, hein, en m'expliquant que voilà, il y a d'une part, effectivement, les socialistes qui veulent participer à un gouvernement pour appliquer voilà, leur programme et leurs réformes. Et puis, il y a ceux qui refusent les compromis, ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti socialiste. Et évidemment, ce que va décider le Parti socialiste est extrêmement important parce que sans le Parti socialiste, actuellement, qui a quand même remporté la timbale à l'Assemblée nationale lors des dernières législatives, ben, il n'y a plus de motion de censure efficace. Même en imaginant que le Rassemblement national de Marine Le Pen ajoute ses voix à celles de la France insoumise. Alors évidemment, même si un accord avec le Parti socialiste pouvait éventuellement donner un petit peu d'air à Emmanuel Macron et au gouvernement Bayrou, à l'Élysée, on a bien conscience que ça ne suffira pas à apaiser les tensions avec les Français. Et donc c'est pour ça, on en a parlé lors de la précédente émission, qu'Emmanuel Macron veut avoir recours aux conventions, aux soi-disant conventions citoyennes. Bon, on sait ce que ça a donné, notamment sur le climat ou la fin de vie, hein. En réalité, il fait ses conventions. Les Français, ceux qui y participent, prennent ça très au sérieux, et puis les recommandations sont peu ou pas suivies d'effet. Mais voilà, c'est sa manière toujours de contourner le Parlement, de faire fi de la démocratie parlementaire. Et puis, il y a ces fameux référendums aussi, dont il a reparlé sans en reparler, comme on en a parlé lors de la précédente émission. Et donc, l'idée pour lui, évidemment, c'est de faire croire qu'il va redonner la parole aux Français. Alors, on verra bien. Examinons désormais, Niels, l'étrange absence médiatique de Gabriel Attal. Oui, alors Gabi serait absent de la scène médiatique selon nos confrères, on ne le verrait plus. Alors, pour un fantôme, il n'a jamais été aussi visible quand même, puisqu'on a droit à un article avec ses confidences dans Le Figaro, un portrait dans Le Parisien, un article dans Les Échos, un joli portrait photo aussi dans Gala avec sa chienne Volta, mais surtout un documentaire fleuve sur C8, le média Bolloré, Gabriel Attal, l'épreuve du pouvoir, voilà, qui est passé mercredi soir, œuvre du journaliste Louis Morin, qui a été lancé par Morandini avant d'être embauché comme chroniqueur pour Hanouna et qui officie désormais sur CNews. Voilà, donc c'est un documentaire certes piloté par une boîte de prod soi-disant indépendante, mais en fait qui bénéficie de toute la force de frappe du groupe Bolloré. Et évidemment, ce documentaire présente une image extrêmement flatteuse de Gabriel Attal, encensé par ses proches comme Prisca Thévenot. Regardez un extrait. Une dissolution surprise va stopper son ascension fulgurante. Ça a été un choc. Et entraîner une démission synonyme de nouvelles ambitions. Il est devenu un présidentiable. To be continued. Qu'est-ce que c'est mignon! C'est magnifique, n'est-ce pas? Et voilà, on voit aussi Gabriel Attal qui partage des moments d'intimité en famille ou seul, évidemment, avec Volta, dans les jardins de Matignon, puisqu'il faut bien sortir faire pisser Mirza de temps en temps. Voilà, mais c'est extrêmement émouvant. Alors Volta, c'est son chien. Ben évidemment. Mais c'est surtout le signe que Gabriel Attal, après avoir été adulé par la presse de Bernard Arnault, on rappelle quand même les articles laudateurs du Parisien, et je pense que Mourad en avait parlé dans ses émissions, est désormais adoubé par Bolloré. Le documentaire a été célébré par ses proches qui se sont réunis mercredi soir pour le regarder, selon mes informations. Et alors tu vas me demander pourquoi il se lance dans cette offensive médiatique. Et oui, je te pose la question... Finalement, son absence, omniprésence, cette manière d'ultra communiquer sans en donner l'air, elle doit avoir des motivations politiques. Oui, lui, il y a quand même comme un parfum d'urgence du côté du camp Attal, puisque il connaît quand même une phase de trou d'air médiatique et politique. Il y a eu un sondage d'ailleurs qui est paru avant Noël, qui le plaçait à seulement 33% d'images positives, en baisse de 6 points sur un mois et de 11 points depuis le mois de septembre, selon un sondage ELAB pour Les Échos publié en novembre.
Alors les raisons qui sont avancées, elles sont multiples, hein. Il y a eu la fin du gouvernement Barnier, dans lequel il y avait quand même pas mal de ministres qui étaient issus de son entourage, notamment la fameuse ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, dont on a beaucoup parlé aux médias pour ses bourdes et sa ligne de conduite. Mais c'est vrai que depuis avec le nouveau gouvernement Bayrou, Gabriel Attal a été quand même assez mal servi, puisque aucun de ses proches n'a été nommé. Alors, il se dit que ce serait une vengeance de l'Élysée et du président, en fait, pour les mots, disons, peu aimables de Gabriel Attal sur son ancien grand frère, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est vrai que le vide en politique, c'est très dangereux. Et donc, pour remplir ce vide, Attal remplit son agenda médiatique, et aussi celui du parti Renaissance, dont il est à présent le chef, hein. Et donc, l'un de ses soutiens m'explique qu'il a comme stratégie de reprendre le contrôle de Renaissance pour reconstruire en fait l'appareil macroniste, qui a été quand même bien abîmé par les multiples volte-face du président, et qui ont évidemment miné le parti de l'intérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs Gabriel Attal refuse toujours de donner le nombre d'adhérents actuel. Donc on voit quand même que c'est pas très glorieux. On parle de 8000 adhérents à jour, et encore le chiffre est non officiel. Donc ils ont prévu des états généraux de Renaissance, qui auront lieu à partir de la semaine prochaine, du 13 janvier au 16 février, avec des groupes de travail menés par des députés, notamment Mathieu Lefebvre sur l'immigration, ou encore Pierre Cazeneuve sur les institutions. On a hâte, avant peut-être un meeting prévu à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Là encore, grosse échéance pour le parti. Reste l'attitude à adopter face à Emmanuel Macron. Trahison ou pas, Gabriel Attal n'aurait pas encore tranché, selon ses proches, mais les récents articles du Monde, où son communicant Louis Jubelin dégomme l'Élysée, laissent penser quand même le contraire, tout comme cette phrase dans le documentaire de Télé Bonoré diffusé mercredi soir. Il explique « Je me suis toujours senti libre, et quelles que soient les fonctions que j'occuperai plus tard, je chercherai toujours à être libre. » On peut difficilement faire plus clair. Merci Nils, en tout cas pour ces informations de première main, et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube, via email si vous nous regardez à la télé. Partagez cette vidéo, mettez des petits pouces bleus, des petits pouces en haut, c'est ce qu'on dit maintenant, et faites passer le message du canal 165 de la Freebox autour de vous. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonné ou donateur mensualisé du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.